sommes sur le salon du handicap et des achats responsables. Je suis avec Guy Tisserand. Est-ce que vous auriez la gentillesse de vous présenter? Oui, tout à fait. Donc, je m'appelle Guy Tisserand. Je suis le président d'un cabinet qui s'appelle TH Conseil, qui est donc un cabinet de conseil, de formation, de recrutement et d'accompagnement, qui est spécialisé dans les thématiques du handicap, de la diversité et plus largement tout ce qui touche à l'égalité des chances et la qualité de vie au travail. Voilà, le cabinet compte aujourd'hui 30 collaborateurs. Il existe depuis 11 ans. On l'a créé, on était 2 et aujourd'hui on est à peu près 30. D'accord. Quels principaux conseils donnez-vous aux entreprises qui ont envie de faire appel au secteur protégé? Alors, la première réaction qu'il faut avoir, c'est que ça a été dit beaucoup dans le cadre de ce salon, c'est que l'objectif, c'est d'avoir une relation durable avec le prestataire. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas du tout avoir une approche, on va dire, de don ou social, mais avoir plutôt une approche professionnelle. Ça signifie qu'il faut bien analyser les besoins, il faut bien construire la réponse et il faut être quand même peut-être aussi dans une logique d'accompagnement. Alors on est dans des structures qui sont de petite taille la plupart du temps, donc il faut aussi pas s'attendre à avoir des réponses sur des actions trop importantes, des volumes trop gros de prestations. Et puis il faut aussi construire dans la durée parce qu'en fait l'idée c'est que quand on va construire et nouer un partenariat qui fonctionnera bien, il faut réussir à l'enclencher dans la durée et pas revenir très régulièrement. On est sur des structures dont l'activité est pas de faire, on va dire, de la réponse à appel d'offres, mais de faire de la presta. Et donc, il faut plutôt s'orienter sur une relation de durée. Après, il faut aussi sensibiliser, former les acheteurs, parce que les acheteurs sont des personnes qui ont une habitude de travailler avec des grilles, enfin avec une forme, quelque chose de relativement standardisé. Et là, on est sur des petites structures, encore une fois, avec une relation qui peut être un peu particulière. On est parfois à la limite du médico-social sur les ESAT et pour les EA, on est plutôt sur de l'entreprise, mais il y a quand même des particularités à prendre en compte. Donc, ce qu'il faut, c'est aussi sensibiliser les acheteurs pour qu'ils fassent ça dans une logique de construction de partenariat. Je pense que c'est la logique de partenariat qui est importante. Alors, la formation des acheteurs, c'est une donnée assez nouvelle, en tout cas là sur le studio que j'entends. En quoi consiste-t-elle? Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu? Alors, il y a deux grandes parties, à mon avis, dans une formation d'acheteur. La première, nous, quand on fait des formations d'acheteurs, on essaye toujours de le faire en 2 étapes. La première, c'est de resituer la logique de la sous-traitance auprès du secteur protégé adapté dans une politique plus globale de handicap. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit pris comme quelque chose un peu un objet non identifié qui serait l'achat pour l'achat. En fait, l'idée, c'est de repositionner la démarche dans une politique globale. Donc, resituer ça aussi dans une logique d'égalité des chances, dans une logique, et pas non plus reformater ça trop uniquement autour de la logique d'obligation, mais plus en se disant en quoi est-ce que ça peut nous faire progresser sur nos pratiques d'achat, est-ce qu'on peut trouver des choses innovantes aussi, est-ce qu'on peut construire des logiques de durée et tout ça. Donc, ce que je pense, c'est resituer la démarche d'achat dans une politique plus globale. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut bien former les acheteurs. C'est un petit peu, là, on pourrait faire un parallèle avec le recrutement de personnes handicapées, puisque en fait, on est sur de la gestion sur mesure. En fait, on est un petit peu sur le terme de haute couture ou de sur-mesure est plutôt bien adapté à ce contexte. C'est-à-dire on va être sur des prestataires qui vont avoir des pratiques peut-être et puis des façons de travailler qui vont être un peu particulières. Il faudra s'adapter. Donc l'idée c'est de sensibiliser et de former les acheteurs pour qu'ils soient en capacité justement de savoir bien comment collaborer, échanger, négocier aussi avec des ESAT-EA en n'appliquant pas peut-être uniquement les pratiques qu'on a l'habitude de faire au quotidien, mais de devoir construire une relation durable, donc en fait d'être capable de prendre en compte la spécificité un peu de ces structures qui s'inscrivent dans une logique plus de partenariat. TH Conseil est également une agence de recrutement. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, nous sommes un cabinet de recrutement effectivement dédié à la thématique du handicap. Donc là, pas spécifiquement pour recruter des personnes en ESAT-EA, c'est bien pour recruter des personnes en entreprise ordinaire. Et donc là, on a des entreprises, des clients qui nous sollicitent pour trouver des candidats qui correspondent en termes de compétences aux besoins qu'elles ont. Et également donc de pouvoir évaluer les besoins spécifiques de ces personnes parce que le handicap peut induire des besoins spécifiques de compensation et l'idée pour nous qui sommes des experts de cette thématique-là, c'est de pouvoir apporter à l'entreprise des réponses et pas des problèmes mais plutôt des solutions. Et puis pour les personnes handicapées, de pouvoir aussi mieux appréhender comment elles peuvent parler de leur situation en entretien de recrutement, sachant que la prestation pour les personnes handicapées elles-mêmes, c'est gratuit. C'est les entreprises étant les clients pour nous.
et les personnes handicapées étant des bénéficiaires du dispositif. Donc s'ils s'inscrivent sur notre site, ils peuvent être accompagnés gratuitement. Très bien. Vous me disiez avoir créé cette agence il y a 10 ans maintenant. Vous avez vu le secteur se professionnaliser, s'organiser, évoluer. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, alors aujourd'hui, clairement, les freins qu'on rencontre ont quand même évolué par rapport à il y a un peu plus de 10 ans. C'est-à-dire qu'à l'époque, en 2005, on était vraiment sur des problématiques de freins très basiques, sur le stéréotype très basique du handicap, etc. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup évolué parce que beaucoup d'entreprises se sont mises sur le sujet et que des sensibilisations, de la formation et de la culturation ont été réalisées. Aujourd'hui, la plus grosse problématique qu'on va rencontrer, ça va être la capacité de prendre en compte pour l'entreprise une dénormalisation de leur mode de fonctionnement dans des entreprises qui sont souvent très standardisées pour dénormaliser, pour prendre en compte les besoins spécifiques des personnes dans une logique d'équité. Et ça, ils ne sont pas très à l'aise avec ça. Donc, ils ont besoin d'être accompagnés aussi bien en termes de formation que d'outillage pour savoir répondre de manière adaptée à des besoins spécifiques sans verser dans la discrimination positive, tout en essayant de limiter au maximum les effets négatifs des conséquences du handicap. Donc ça, c'est vraiment notre travail que de les accompagner là. Un salon comme celui-là rentre complètement dans votre démarche. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'étais moi-même très surpris du nombre de personnes présentes et ça, j'ai trouvé que c'était extrêmement positif parce que c'est la première édition du salon. Et donc, on pouvait se demander un peu comment ça allait réagir. Et là, il y avait vraiment toujours du monde, y compris dans les ateliers, les conférences, mais également au niveau des stands. Donc, c'est vraiment une très belle organisation. D'abord, ça a été très bien organisé. Et puis, il y avait vraiment une participation très, très massive qui est très positive. Et je pense que ça mérite d'être vraiment renouvelé les prochaines années parce que c'est aussi ça qui fait que les choses bougent. Et c'est ce qui a fait déjà depuis 10 ans. Alors, pas ce salon, mais les actions de communication, d'information, de sensibilisation et de rencontre, parce qu'il y a aussi la notion de rencontre qui est importante. C'est ces notions-là qui font que les choses évoluent. Donc j'espère vraiment que le salon va se renouveler dans les prochaines années. Merci beaucoup. Je vous remercie.